Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP sur le plateau de TV78. Nous avons aujourd'hui Étienne Jacob, qui est un auteur journaliste. Enquête sur la famille, une mystérieuse communauté religieuse, c'est le nom de son ouvrage. Et il sera présent au salon Histoire de lire à Versailles le 20 novembre. Voilà, Étienne Jacob, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Voilà, vous avez écrit un ouvrage absolument passionnant. Merci beaucoup. Voilà, sur alors on ne peut pas dire une secte. Une communauté religieuse. Une communauté religieuse mystérieuse. Voilà, vous êtes journaliste au Figaro. C'est ça. Quel est votre secteur d'action au Figaro ? Je traite beaucoup des dérives sectaires. C'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Je trouve ça passionnant parce qu'on est dans le caché, le mystérieux, l'étrange. C'est toujours passionnant. C'est ce qui vous plaît. Alors, comment vous est venue cette idée d'enquêter sur cette fameuse communauté qui s'appelle la famille ? Écoutez, les anciens de la famille, donc des personnes qui sont parties de cette communauté, qui ont réussi à s'en sortir, avaient créé un groupe Facebook. D'accord. Et ils en dénonçaient les abus sexuels, les dérives, en disant pour le coup que c'était une secte. Donc moi, ça m'a tout de suite intéressé et j'ai voulu enquêter là-dessus. J'ai fait un article pour le Figaro Magazine, mais dans cet article, pour moi, on n'en avait pas assez dit. Il fallait enquêter et pendant plus d'1 an, j'ai enquêté des reportages de terrain, des interviews, des témoignages pour convaincre les personnes de la famille de parler. De témoigner. De parler sur cette communauté, ouais. D'accord. Alors, déjà, on va expliquer un peu en quoi cela consiste. Donc, cette fameuse famille, aujourd'hui, il y a combien de membres ? On a environ 4000 membres. D'accord. Et elle existe depuis combien de temps, cette communauté ? Elle a été fondée en 1819, Ouais. mais le point principal de cette famille, c'est la date principale, c'est 1892. En fait, il y a un des prophètes de cette famille qui s'appelait l'oncle Auguste, que l'on voit là, par exemple. Effectivement. C'est lequel alors ? Je crois que c'est celui à gauche. Avec la casquette ? Ouais. Et en fait, il était très influent et il a décidé de fermer cette famille sur le monde extérieur. Donc, sa famille à lui ? Ouais, en fait, il avait décidé, donc quelques années plus tard, ses grands-parents avaient décidé de marier leurs enfants entre eux, mais des personnes arrivaient, c'est-à-dire qu'on pouvait entrer dans la communauté. Oui. Et comme là, ça se faisait à l'époque, des mariages arrangés. Voilà, et lui, il a décidé de fermer ça en limitant du coup à 9 patronymes. Il y en a un qui a disparu, donc il n'y en a plus que 8 aujourd'hui. D'emblée, il a dit il y aura 9 patronymes, point barre. Au départ, il y a eu 9 patronymes pendant toutes ces années, et lui, il a dit on va fermer. Maintenant, on arrête de faire venir des personnes parce que ça s'est pas bien passé, donc on se ferme. Et il a établi tout un tas de règles très strictes. Les femmes pouvaient pas porter de pantalon, il n'était pas possible pour elles de danser, les enfants faisaient l'école à la maison. Donc toutes ces règles-là ont été dictées par l'oncle Auguste. Par l'oncle Auguste, qui était très strict. C'est ça. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous dites qu'il y a 4000 membres. Comment on peut les répertorier, ces gens ? Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Écoutez, ils sont dans le 11e, le 12e, le 20e arrondissement et petit à petit, le temps passant, sachant que les loyers sont chers et que c'est des familles qui vivent de peu, leurs règles, une des règles édictées justement par l'oncle Auguste, c'est de dire qu'on ne doit pas faire de travail qui rapporte énormément d'argent, donc en vivant pieusement finalement, on a cette communauté qui s'est un peu décalée dans des villes comme Montreuil, Vincennes, de l'Est par exemple. Toujours dans l'Est, mais là où les loyers sont un peu moins chers. C'est ça. Parce que les études sont arrêtées à 16 ans. Alors, c'était une des règles édictées par l'oncle Auguste, ça a tendance un peu à se détendre, mais effectivement, les enfants ne font pas toujours de longues études. La Miviludes, qui est la mission interministérielle gouvernementale qui traite des dérives sectaires, justement avait fait une note de vigilance en 2017 en disant que la condition des enfants posait question, parce que les enfants, ils vivent un peu dans un carcan, dans un bocal, et ils n'ont pas toutes les possibilités que pourrait avoir un enfant dans une famille classique. D'accord. Parce qu'en fait, maintenant, il n'y a pas forcément d'école à la maison, aujourd'hui. Ils les mettent à l'école communale comme tout le monde. Oui. Mais vu qu'ils habitent tous les uns à côté des autres, finalement,
ils doivent avoir 25 cousins dans l'école, on est d'accord? Ah bah là, si vous habitez si vous avez grandi dans les 11e, 12e, 20e arrondissements, vous êtes sûr que vous connaissez les patronymes de la famille. Il y en avait plusieurs dans votre collège, dans votre lycée. C'est ça qui est assez impressionnant. Il y a même des groupes Facebook qui ont été créés. Vous avez tous connu un fer, un sanglier, un sandos, c'est les noms de cette famille. Voilà, un petit bout qui ont grandi dans ces arrondissements-là. Donc oui, l'école à la maison, c'est plus quelque chose qui se fait, mais il y a quand même encore certaines familles un peu plus rigoristes dans leur croyances. Ils n'ont pas tous le même degré de... Voilà, selon le foyer, ça change en fait. Mais encore certains font l'école à la maison, mais c'est très rare. Très rare. Mais on a l'impression que de toute façon, ces enfants, enfin ces gens, quand ils sont enfants, ils sont tellement... le carcan est tellement fort que finalement leur prison, ils la transportent avec eux. C'est ça. C'est que il n'y a aucun risque. L'emprise mentale, elle se fait dès la naissance. Contrairement à une secte où finalement on est embrigadé à n'importe quel âge. Oui. Là, en fait, l'embrigadement, il se fait dès la naissance. Alors, certains vivent très heureux dans la famille, c'est ça qu'il faut... Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voir ce qu'est le monde extérieur. Alors justement, ils n'ont pas la possibilité de voir le monde extérieur. Ok, mais qu'est-ce qui se passe à l'adolescence quand ils commencent à ruer, entre guillemets, dans les brancards? Ouais, ça c'est un phénomène que j'ai observé avec les nombreux témoins que j'ai pu interroger. C'est qu'en fait, très souvent à l'adolescence, on donne un petit peu de lest aux adolescents. On leur dit, va vivre ton premier amour. Et malheureusement, le premier amour se passe souvent pas très bien. Et souvent, la famille dit, regarde, voici ce qui va se passer si tu vas vers l'extérieur, si tu explores le monde. Et ça, c'est assez pernicieux. C'est complètement pervers. C'est assez pervers, mais c'est une tactique qui fonctionne bien parce que du coup, souvent, les ados se disent « Ah oui, d'accord, du coup, je vais peut-être plutôt trouver la personne que j'aime au sein de la famille. » Au sein du bocal, comme ils disent. C'est ça. Donc, ce sont des poissons rouges. J'exagère. C'est une personne de la famille qui a fait un roman sous alias, qui s'appelait François Laurier. Ça veut dire quoi, sous alias? Sous pseudo? Avec un pseudo, ouais. Moi, je dis pseudo. Sous pseudo, qui disait... Qui parlait de bocal, justement. Ça dit très bien ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, c'est vivre dans un carcan avec un peu des œillères. Complètement. Et alors, les femmes, les pauvres, alors, elles sont vouées à rester à la maison, pas le droit de travailler. S'occuper des enfants. Des enfants nombreux? Très souvent des enfants nombreux, parce que évidemment pas de contraception au sein de la famille. Donc on a régulièrement des familles de 10 enfants, 12 enfants. J'ai pu contacter des spécialistes de santé qui font accoucher les femmes de la famille, qui n'accouchent pas à la maison, mais qui accouchent en maternité. Oui, c'est ça, sans problème. Mais se frottent au monde, entre guillemets, normal. Quand même, voilà, ils aiment bien dire qu'ils vivent à côté du monde. Donc, ils appellent ça l'extérieur, non ? La gentilité, l'extérieur. La gentilité, c'est quoi ? C'est le monde extérieur. Oui, c'est ça, qu'ils appellent aussi l'extérieur. Voilà. Ok, mais ils y vont quand même. Par exemple, quelqu'un qui part de la famille, qui réussit à s'en dépêtrer, on y reviendra peut-être, il est parti dans le monde. D'accord. Alors, justement, allons-y. Oui, alors donc, consanguinité, j'imagine ? Consanguinité, on se marie entre cousins, parfois cousins germains, et ça cause des problèmes évidemment pathologiques. On a des maladies qui se développent, et notamment le syndrome de Bloom, qui est un syndrome très rare. Une personne sur 1 million l'attraperait en France. Et en fait, dans la famille, on en aurait peut-être 10, 20, 30 qui l'auraient. C'est un syndrome qui se caractérise par le fait d'être atteint de nanisme et des joues rouges, en fait. Donc le problème, c'est qu'en fait, ça provoque des cancers. On peut très vite attraper des cancers avec cette maladie-là. On ne vit pas très vieux, on attrape toutes les maladies possibles, donc c'est assez problématique. Et personne ne leur dit rien. Les médecins, quand ils ont un gynéco qui a accouché pour la 12e fois Madame Thibault, on lui dit pas, même fallait le dire un peu avant, mais... On peut pas empêcher les gens d'accoucher, non, mais c'est pas signalé, c'est ça, c'est problème de consanguinité. Je pense que non, eux ne le font pas diagnostiquer cette maladie, en tout cas parce que... Ils gardent bien de s'inventer. Voilà, parce que l'Institut Curie, qui est le seul institut en France qui s'occupe de cette maladie, ne sait pas. Ils savent pas. Ne sait pas qu'il y a une communauté ou potentiellement des membres ont cette pathologie. Faudrait leur dire. Il faudrait leur dire, je leur ai dit, mais ils tombaient des nues, on va dire. Très bien. Oui, c'est complètement fou qu'on parle d'eux que maintenant. C'est ça, ils sont restés secrets sous les radars. Ils sont passés sous les radars. Finalement, c'est vrai qu'il y a quand même
quelques similarités par rapport à des familles juives orthodoxes. Donc j'imagine que dans les quartiers des 11e, 20e, 12e arrondissement, on se disait, il y a une grande famille. Et c'est ce que disent les personnes qui sont allées à l'école. Lui, il est d'une grande famille, il vit un peu différemment parce que souvent, par exemple, les jeunes filles, j'ai un témoignage incroyable d'une femme qui me parlait de quand elle était à l'école avec une jeune fille de la famille. Elle faisait sa liste de courses parce que c'est elle qui devait faire les courses. Pourtant, elle avait 13, 14 ans. Ouais. Voilà, elle était même plus petite que ça, d'ailleurs, même à l'école primaire. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de responsabilisation des jeunes filles à 13 ans, qui est impressionnant. Il n'y a pas les mêmes préoccupations. Bon, après, 3 ans après, il fallait qu'elle rajoute les couches et les materniser sur sa liste de courses, donc il fallait qu'elle se prépare. Dites-moi, comment on peut en sortir si on veut en sortir ? On peut en sortir. Donc ça, c'est peut-être une caractéristique un peu différente d'une secte habituelle. Voilà. Mais malheureusement, quand vous avez grandi uniquement avec des personnes qui sont vos cousins, quand vous allez partir, ils vont certainement vous renier. Donc, vous allez être tout seul. Vous êtes le traître. Voilà, vous êtes le traître, vous êtes mal vu. Au début, on va essayer de vous récupérer, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous dans la rue, on va regarder, vu ces personnes habitent dans le même quartier, voilà, il y a toujours des regards, mais on se retrouve du jour au lendemain, ces personnes peuvent se retrouver du jour au lendemain seules. Et j'ai un témoignage d'une personne qui m'a dit qu'elle s'est retrouvée SDF du jour au lendemain à cause de son départ de la famille. Parce que quand on part de la famille, souvent, c'est parce qu'on a trouvé l'amour ailleurs, à l'extérieur. Voilà, et vu qu'on peut pas intégrer cette personne dans la famille, on s'en va. D'accord. Et alors, autant il y a une solidarité dans cette famille. S'il y en a qui ont des problèmes de sous, il y a une cagnotte qui est... Voilà. Ils sont tous un peu dans un cocon. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une cagnotte pour ceux qui veulent partir ? Ça n'existe pas ? Parce que justement, partir, c'est... Non, mais créé par ceux qui sont passés à l'extérieur. Ah oui, effectivement. Écoutez, je pense que les personnes qui sont parties, quand elles ont créé ce groupe Facebook justement pour dénoncer les agissements, c'était c'était une façon de se dire, voilà, on va enfin se réunir, se reparler. Il y a des personnes qui sont parties depuis des dizaines d'années, qui se sont reparlées grâce à ce groupe-là, en se retrouvant finalement. Parce que quand les personnes sont parties de la famille, elles vivent du coup vraiment à l'écart de toute cette famille. Mais les autres personnes qui sont parties ne se sont pas forcément parlé entre elles, donc elles se sont retrouvées souvent après ni organisé. C'est ça. Voilà. Écoutez, et à votre avis, ça va durer encore longtemps cette affaire, parce que la consanguinité, elle est réelle au bout d'un moment. Oui, alors tous être nains avec des joues rouges. Alors évidemment, cette maladie, elle est quand même rare. Donc, si ça concerne 20 ou 30 personnes sur 4000, c'est pas la majorité. Mais ce qui est évident, c'est la dernière question. Ce qui est évident, c'est que la famille va certainement perdurer. Quand même. Oui. Alors je pense que par exemple la médiatisation a certainement eu un impact. Lequel ? Positif. C'est par exemple le fait de plus trop se marier entre cousins germains. Ils ont pris conscience de ça. Ils ont pris conscience qu'il y avait des problèmes, et je pense que ça va peut-être permettre un relâchement, mais aussi la médiatisation, vu que eux attendent la fin du monde coûte que coûte. C'est ça leur truc. Voilà, ils attendent la fin du monde, sont des fondamentalistes chrétiens. Ils estiment que tout ce qui se passe dans le monde est une raison de parler de cette fin du monde. Oui, voilà, ils attendent, et puis si ça va très mal, c'est pas grave, de toute façon ça va s'arrêter bientôt. Voilà, c'est ça, et la médiatisation, c'était prévu pour eux. Et c'est synonyme que la fin du monde est proche. Et à mon avis, ça a aussi resserré les rangs au sein des plus rigoristes. Bon, écoutez, avant la fin du monde, nous vous retrouverons au salon Histoire de lire à Versailles, Jean Bafouille. C'est ça. Ce livre est passionnant, voilà, je le recommande, c'est étonnant et passionnant, fascinant. Bravo pour ce travail. Merci. Et à très vite pour de nouvelles enquêtes. Merci. Étienne Jacob. Merci, à bientôt. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis, à très vite.